À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Alexandra Préjean. Alexandra vient de terminer une maîtrise sous la supervision de Jocelyn McClure, portant sur les principaux problèmes liés à l'utilisation des systèmes de reconnaissance des émotions, afin d'améliorer leur usage dans une perspective de justice sociale. Elle est maintenant candidate au doctorat en philosophie à l'Université Leiden aux Pays-Bas et au Centre for Digital Humanities, où elle poursuivra ses recherches sur les enjeux éthiques entourant l'usage des systèmes de reconnaissance des émotions. Durant l'émission, nous faisons un tour d'horizon des différents types de systèmes de reconnaissance des émotions et quel genre d'utilisation en sont faits actuellement. Nous voyons également que définir ce que c'est que reconnaître les émotions d'une personne est plus délicat que ce qu'il peut sembler au prime abord. On aborde ensuite les principaux problèmes techniques qui peuvent amener des injustices sociales comme la discrimination, des erreurs d'interprétation, le manque de respect à la vie privée que certains systèmes peuvent apporter, l'utilisation problématique que peut en faire le marketing, etc. Nous terminons avec les applications positives qui peuvent être faites de ces systèmes, surtout pour les personnes âgées et les personnes sur le spectre de l'autisme. Bonne émission. Bonjour Alexandra, bienvenue à Parlons éthique. À l'émission d'aujourd'hui, tu vas nous présenter un sujet d'actualité, les systèmes de reconnaissance des émotions et les questions de justice sociale qu'elles soulèvent. Une chose qui va peut-être en surprendre plus d'un, c'est que ces systèmes sont déjà utilisés. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous faire état des contextes dans lesquels les systèmes sont déjà mis en place? Oui, en fait, comme tu viens de le mentionner, on pourrait être surpris là, de savoir à quel point les systèmes de reconnaissance des émotions sont utilisés dans les sociétés actuelles. On peut penser là, en premier lieu à la Chine qui utilise des systèmes de reconnaissance des émotions là, presque autant qu'elle utilise ses systèmes de reconnaissance faciale, donc à travers tout le territoire chinois, dans l'objectif là, de collecter des données sur ses citoyens. On peut penser du côté là, des États-Unis, par exemple, à l'utilisation des systèmes de reconnaissance des émotions dans les aéroports. Donc, il y a le programme SPOT, notamment, qui avait été introduit là, après les attaques du 11 septembre 2001, qui avait été là, utilisé pour surveiller et analyser les expressions faciales des voyageurs dans l'objectif de prévenir, par exemple, des attaques terroristes. Donc, le programme SPOT utilisait son système de reconnaissance des émotions dans le but de détecter là, des signes de stress, d'anxiété et de peur qui seraient là, des signes précurseurs d'une action là, agressive de la part des personnes dans l'aéroport. Et est-ce que ces systèmes-là sont mis en place comme dans tous les aéroports américains ou c'est certains qui sont les plus importants? À quel point est-ce que c'est répandu? Est-ce que c'est seulement à l'entrée ou c'est un peu partout? Ça aurait l'air de quoi, peut-être de façon un peu plus précise? Et en ce qui concerne le programme SPOT, c'est clair que c'est un programme là, d'essai, donc il était présent dans quelques aéroports. Et le programme SPOT, qui utilisait, lui, 94 critères, là, a été supprimé quelques années après, étant donné là, les faibles résultats qu'il parvenait à avoir là, sur l'efficacité, là, notamment de prévenir les attaques terroristes. Donc, c'était pour ça qu'il était mis en place. Mais il y a d'autres programmes là, qui, par la suite, aux États-Unis, ont pris la place du programme SPOT, qui avaient des objectifs un peu plus étendus. Là. Donc, c'est pas seulement prévenir des attaques terroristes, mais tout simplement là, avertir, là, par exemple, les gardes de sécurité de gestes violents ou de signes précurseurs de gestes violents dans les aéroports. Ça, là, c'est clair qu'avec les années, ces systèmes-là sont de plus en plus répandus dans les aéroports. Donc oui, ça commence avec les aéroports les plus populaires ou les aéroports là, dans lesquels il y a déjà eu des attaques terroristes ou des actes violents. Puis ensuite, là, ça commence à se répandre dans les plus petits aéroports là, à travers les États-Unis. Et nous, au Canada, on n'en a pas. Non, nous au Canada, ben en fait, nous, on n'est pas censé en avoir au Canada, mais c'est tout le temps en sujet à changement. Puis évidemment, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie des systèmes de reconnaissance des émotions aussi, ça peut dépendre là, d'un État à l'autre. Donc certains pays vont dire qu'ils n'en utilisent pas, alors que peut-être là, quand tu regardes les systèmes qu'ils utilisent, tu pourrais considérer que certains systèmes sont des systèmes de reconnaissance des émotions. Mais justement, nous, on avait là, un système que la police utilisait, qui était un système de reconnaissance des émotions au Canada, qui a été là, finalement qui a été supprimé là, comme le programme SPOT après avoir là, justement pas été en mesure de prouver là, que son utilisation rendait là, les arrestations plus efficaces.
Donc, au Canada, on avait un programme de reconnaissance des émotions qui était utilisé par la police. Donc, on a la Chine qui, à travers la société en général, qui utilise son système de reconnaissance des émotions sur presque tout le monde. On a les États-Unis comme exemple qui utilisent les systèmes de reconnaissance des émotions dans les aéroports. On a le Canada qui utilisait des systèmes de reconnaissance des émotions pour aider ces policiers à arrêter des citoyens qui auraient justement des gestes violents. Et on a aussi un autre exemple, c'est encore une fois aux États-Unis, c'est des systèmes de reconnaissance des émotions qui sont utilisés dans les tribunaux pour aider les juges à décerner ou à analyser les émotions des accusés. Donc, on peut comprendre que les émotions des accusés dans les tribunaux américains sont des émotions qui ont une valeur particulière puisque lire les émotions d'un accusé, c'est très important pour le juge et le jury, puisque c'est sur ces émotions-là que le juge et le jury s'appuient régulièrement pour condamner à des peines plus sévères les accusés. Donc, si on voit que l'accusé démontre pas de la culpabilité ou des remords, par exemple, si un système d'analyse de reconnaissance des émotions identifie pas ces émotions-là particulières, bien, ça peut mener à des peines plus sévères. Donc, aux États-Unis, par exemple, on a des cas de reconnaissance des émotions qui ont amené des verdicts plus sévères à l'égard des accusés et d'autres qui ont amené des verdicts plus doux à l'égard des accusés aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Et finalement, on peut penser dans un autre contexte à des compagnies comme Amazon qui peuvent utiliser les systèmes de reconnaissance des émotions dans le but d'augmenter l'efficacité de leurs entrevues de masse qui sont faites automatiquement par leur logiciel. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un type de reconnaissance des émotions qu'on voit, là, il y a comme une caméra qui regarde tes expressions faciales, mais j'ai entendu aussi qu'il y en a sur Facebook, par exemple, ou des plateformes web, où là, c'est pas la reconnaissance faciale des émotions, mais il y aurait... Est-ce que c'est encore la reconnaissance des émotions dans ce genre de cas-là? Oui, tout à fait. Ça, c'est comme tu le dis très bien, là, c'est pas de la reconnaissance faciale des émotions, mais c'est des systèmes là, qui rentreraient dans les systèmes de reconnaissance des émotions. On peut penser à des systèmes de reconnaissance des émotions qui analysent l'écriture. Donc, justement, sur Facebook, les posts que tu vas mettre, les publications. Les caps-locks. Oui, tout ça, ça peut analyser l'écriture, ça peut analyser la voix, donc les enregistrements audio. Ça peut aussi enregistrer, ça peut aussi pas être nécessairement le visage, mais le corps au complet que ça l'analyse. Donc, si tu serres les poings, si ton rythme cardiaque s'accélère, tout ça, ça peut rentrer dans les systèmes de reconnaissance des émotions aussi. Donc, oui, les médias sociaux, les réseaux sociaux, tout ça, utilisent des systèmes de reconnaissance des émotions qui peuvent être connectés, par exemple, aux likes sur Facebook, au changement de page, à la fréquence dont on regarde une publication, tout ça. OK, donc il y a deux types de systèmes. Il y a comme un système à l'intérieur comme d'un autre système qui a pas rapport avec notre corps ou notre visage. Et de l'autre côté, on a des systèmes qui ont une reconnaissance faciale et du corps comme par une information qui est donnée par des caméras. Ce serait comme les deux grands types de systèmes, si je comprends bien. Exactement. Puis on peut avoir des systèmes dans l'entre-deux, c'est-à-dire comme sur Facebook, si tu publies une image de toi, une photo, ben, ces systèmes-là peuvent analyser la photo. Puis ça peut être des systèmes qui sont justement en étroite collaboration avec les systèmes qui analysent, par exemple, les émotions que tu vas mettre. Donc, maintenant, tu n'es pas juste obligé de mettre un j'aime ou pas de j'aime. Tu as aussi une panoplie d'émotions que tu peux mettre, comme en colère, joyeux, tout ça. Ça aussi, ça va rentrer dans leur base de données. Puis justement, les émoticônes que tu peux mettre d'émotions, de réactions que tu fais par rapport à une photo, ben ça, c'est directement créé pour donner des données pour les systèmes de reconnaissance des émotions. Parfait. Ben là, je pense qu'on voit que c'est pas une espèce d'opposition entre deux types de technologies, mais que c'est plus une espèce de spectre qui peut être utilisé de plusieurs façons. Donc là, on parle de système de reconnaissance, mais ensuite, on parle également d'émotion. Est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu qu'est-ce qui est une émotion, qu'est-ce qui est regardé, qu'est-ce que ça veut dire le mot émotion dans le système de reconnaissance des émotions? Oui, exactement. Là, comme on dit, c'était un spectre. Donc, encore une fois, dans les émotions, justement, ça va être un spectre aussi.
Donc, les émotions, c'est un phénomène complexe qui pose problème là, à travers là, plusieurs disciplines, dont celle qui étudie là, les systèmes de reconnaissance des émotions, parce que, d'une part, c'est pas seulement... quand on dit l'émotion, on comprend en général plusieurs choses, puis des fois, on tend à les confondre, ces différentes choses-là. Donc, on a, par exemple, l'émotion en tant qu'expression de l'émotion de l'individu. Donc, un individu qui veut démontrer qu'il ressent de la peine et il va pleurer. Donc, on a une émotion, on voit dans son visage l'émotion de la tristesse. C'est lui qui communique l'émotion qu'il ressent. Mais on a aussi l'expression d'une émotion comme signal de communication. Donc, ça serait, par exemple, quelqu'un qui veut être gentil par rapport à une personne qui a fait un geste anodin, exemple, lui ouvrir la porte, même s'il a une mauvaise journée, même si en ce moment il est fâché. Il va pas montrer qu'il est fâché, il va lui sourire, il va lui dire bonne journée, il va démontrer par exemple, de la satisfaction, du contentement, de la joie même d'avoir eu là, cette petite attention pour lui. C'est un signal que l'individu veut démontrer là, face aux autres. Donc, c'est pas vraiment une expression de l'émotion, c'est autre chose, c'est un signal de communication. Donc, ça, souvent, on confond ces deux-là quand on parle d'émotions en général. Puis aussi, les émotions en tant que phénomène complexe, on a aussi, d'une autre part, le problème, en fait, c'est pas tant un problème si on n'est pas dans les systèmes de reconnaissance des émotions, mais les cultures ont plusieurs façons d'exprimer leurs émotions qui divergent l'une de l'autre, dépendamment notamment du contexte, du statut social dans lequel on se situe, dans lequel notre interlocuteur se situe, et aussi de la place dans laquelle on est quand on exprime nos émotions. Donc, certaines cultures sont plus réservées, plus prudes par rapport à certaines émotions. Donc, certaines émotions ne se démontrent pas en public, alors que d'autres sont réservées pour la vie privée. Tandis que dans d'autres cultures, on a peut-être une plus grande liberté d'exprimer nos émotions à tout moment. Donc, c'est ça que les systèmes de reconnaissance des émotions doivent naviguer dans ce phénomène complexe-là de l'émotion qui comprend plusieurs choses différentes. Puis j'ai l'impression qu'il reste la partie la plus importante. Il y a également ce qu'on vit en dedans, mais qui n'est pas démontré non plus aussi. Donc, Exactement. on a une espèce de signal qui n'est pas nécessairement faux, mais qui n'a pas une fonction d'exprimer l'émotion. On a l'expression de l'émotion de façon extérieure, et il y a ce qui se passe en dedans. Donc là, il me semble qu'il y a plein de problèmes qui semblent peut-être émerger de là, où est-ce que je peux mentir sur les émotions que j'envoie à l'autre? Est-ce que je peux simplement les cacher? Est-ce que ma culture peut avoir une influence là-dessus? Et j'ai l'impression qu'il y a plein de problèmes dans comment est-ce qu'on fait pour lire l'émotion, parce qu'on n'a jamais accès à l'émotion, on a simplement accès à l'expression. Tout à fait, oui. On a tout le temps, là, c'est un des grands problèmes de l'humain, c'est qu'on a seulement accès à ce qui est à l'extérieur et personne n'a accès à part nous, à notre intérieur. Mais c'est justement là, cette particularité-là que les systèmes de reconnaissance des émotions viennent, si on veut, là, attaquer. C'est l'idée qu'ils pourraient être en mesure d'accéder à justement notre intérieur, notre ressenti, notre fort intérieur, qui est pourtant quelque chose qui était privé, personnel, jamais menacé par une quelconque technologie, parce que c'était quelque chose qui était trop enfoui, si on veut, à l'intérieur de nous. On a beaucoup de mécanismes, justement, qui nous permettent, comme tu dis tantôt, de mentir délibérément, mais aussi on peut atténuer une émotion, l'accentuer, la masquer avec une autre. On peut décider de, justement, même pas penser à l'émotion qu'on ressent sur le moment, puis garder notre attention sur envoyer des signaux de communication. Par exemple, si on a quelqu'un, qu'on a une attirance envers lui près de nous, on va peut-être focusser sur attirer son attention et pas vraiment tout le temps être en rétrospection sur qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous à ce moment-là. Effectivement, puis il y a un problème qui semble très important, le resting bitch face. En fait, c'est une blague à part. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont un visage plus souriant ou plus triste d'emblée, et j'imagine que ça l'influence également. Exactement. Chaque personne là, a ses
c'est très faciaux, si on veut, personnels, mais ces traits faciaux-là aussi sont différents avec des patterns qui se ressemblent selon les cultures. Mhm. Donc ça aussi, là, c'est des problèmes là, pour les systèmes de reconnaissance des émotions parce qu'on n'est pas dans une universalité. On n'est pas, par exemple, dans tout le monde a le même, justement, visage neutre. Il y en a qui ont des visages neutres plus souriants que d'autres, comme tu dis. Il y en a qui ont des visages neutres qui peuvent avoir l'air fâchés, tristes, toute cette panoplie d'émotions-là qui pourtant n'en est pas. C'est jamais une émotion, c'est tout le temps justement la forme du visage. Donc ça, oui, c'est un autre très grand problème. Et peut-être finalement, là, pour terminer nos définitions, la dernière chose qui nous intéresse, c'est l'idée de justice sociale. Parce que Oui. c'est ce qui t'intéresse dans ta recherche. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous dire, bon, justice sociale, c'est un terme qui est très, très large, qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais nous clarifier qu'est-ce que tu entends par justice sociale? Ben oui, en fait, la définition là, de justice sociale que j'ai utilisée est très limitée parce qu'elle avait pour but justement de ne pas me restreindre. Là. Je voulais pas porter mon attention sur la justice sociale en tant que concept, en tant que problème en lui-même. Je voulais intégrer là, les systèmes de reconnaissance des émotions ou l'utilisation des systèmes de reconnaissance des émotions à la justice sociale. Donc, j'ai une définition qui est très, très étroite et en même temps très libre. Donc, j'utilise la justice sociale en ce sens que le modèle de justice sociale dans lequel on évolue devrait respecter 2 critères. Le premier, c'est celui que chaque individu devrait posséder un certain nombre de droits et libertés. Et le deuxième, c'est qu'un traitement juste devrait être reconnu comme un traitement impartial et constant. Donc, à travers les sociétés, le mode, si on veut, ou le système de justice sociale qu'on utilise devrait correspondre au minimum à ces 2 critères-là. Et ça me permet justement d'analyser l'utilisation des systèmes de reconnaissance des émotions à travers plusieurs sociétés et de pouvoir faire une analyse sur cette utilisation-là sans justement avoir à reconstruire tout le temps le concept de justice sociale dans lequel j'évolue. En fait, ça t'a pris le dénominateur commun de toutes les conceptions de justice sociale à peu près. Puis la base sur laquelle on s'entend à peu près toujours, c'est on veut que ça soit impartial, qu'il y ait une certaine constance, et on veut que ça respecte les droits et les libertés de base. Et comme ça, tu pourrais généraliser ça à n'importe quelle société, ou à peu près. Donc, maintenant qu'on a toutes nos définitions, puis on en a peut-être parlé un petit peu, lorsqu'on parle d'impartialité, lorsqu'on parle de droits et libertés de base, ben là, on voit que peut-être les systèmes de reconnaissance d'émotions peuvent, d'une certaine façon, bafouer ces 2 impératifs-là là, que tu mettais de l'avant. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter, puis je pense qu'on en a déjà glissé un mot, là, quel genre de problème que les systèmes de reconnaissance d'émotions peuvent apporter en lien avec tes 2 critères que tu viens de nommer? Oui, donc j'avais soulevé dans mes recherches plusieurs problèmes, comme tu dis. En premier, je pense qu'on en a touché un mot, la discrimination envers certaines cultures. Donc, les systèmes de reconnaissance des émotions comme on dit, s'efforcent ou tentent d'identifier les émotions sur le visage d'une personne. Moi, je me suis intéressée là, vraiment juste au système de reconnaissance des émotions d'analyse faciale. Donc, on oublie les systèmes de reconnaissance des émotions dans les logiciels comme Facebook, dans l'analyse des textes, tout ça. On se concentre vraiment juste sur le visage. Donc, à travers certaines cultures, on avait mentionné là, qu'il y a des différences au niveau des traits faciaux qu'on peut repérer, que ce soit la couleur de la peau, le maquillage qu'on utilise, hommes et femmes, que ce soit les bijoux même qu'on peut avoir sur notre visage pour une intelligence artificielle. Ça peut déjà, ces facteurs-là, jouer sur l'efficacité à reconnaître là, un changement dans les traits faciaux. Mais aussi, là, on peut penser à des traits faciaux, yeux bleus, yeux bruns, gros sourcils, pas de sourcils, les cheveux blancs, pas de cheveux blancs, les cheveux roux qui peuvent avoir là, parfois des reflets à eux. Ça fait en sorte que certains groupes de la population ou certaines cultures en général vont être moins susceptibles de réussir là, les tests de reconnaissance des émotions que d'autres, dépendamment sur quel groupe de données les systèmes de reconnaissance des émotions se sont appuyés.
Donc, est-ce que le système de reconnaissance des émotions s'est appuyé sur un modèle d'émotion qui est plutôt caucasien occidental ou plutôt, par exemple, de l'Asie de l'Est? Donc ça, c'est des discriminations qui vont avoir lieu dépendamment du système ou de la base des émotions sur laquelle on s'est appuyé. Ça, c'est un premier problème là, que je relevais dans ma maîtrise et dans mes recherches qui avaient justement des gros impacts là, après ça parce que justement, dans notre société, dans nos sociétés pluriculturelles, on est plusieurs cultures dans une même société. Donc, c'est une chose de dire, par exemple, ces systèmes-là ne devraient pas être vendus au Japon parce qu'ils marchent seulement ou ils marchent plus efficacement là, avec les cultures occidentales caucasiennes. Mais finalement, les cultures, par exemple, japonaises, chinoises, vietnamiennes, se retrouvent dans nos cultures aussi occidentales caucasiennes et vice-versa. Donc, ces systèmes-là ne peuvent pas avoir l'excuse de dire on va se concentrer sur seulement certains pays, on va vendre notre produit à certains pays, puisqu'on évolue dans des sociétés là, pluriculturelles, multiculturelles. Donc ça, c'est vraiment un gros problème à savoir sur quel système des émotions on va se baser pour construire notre système de reconnaissance des émotions. Puis ensuite, au niveau là, des problèmes qui ressemblent beaucoup aux problèmes de reconnaissance faciale, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir le taux d'efficacité similaire entre les différences là, culturelles au niveau des traits faciaux? Est-ce que tu pourrais nous donner comme un exemple clé qui nous permet là, de se représenter quel genre de problème les gens pourraient vivre? En fait, c'est comme on a mentionné tantôt, par exemple, quelqu'un là, qui a davantage une culture qui aurait davantage tendance à sourire en tant que visage neutre, donc à sourire, là, en fait, un demi-sourire qu'on appelle, donc les lèvres fermées mais un air joyeux, tandis qu'une autre culture aurait tendance à avoir un visage neutre plus sérieux, plus sévère, qui devrait pas justement laisser sous-entendre un sourire. Il va y avoir là, justement des difficultés là, de plus pour le système de reconnaissance des émotions à évaluer si, par exemple, ce groupe-là est en général plus joyeux ou ce groupe-là est en général plus sérieux, alors que c'est faux, les deux sont en termes neutres. Mais aussi, on peut penser là, à des logiciels de reconnaissance des émotions, par exemple de Happy Face de Microsoft, qui avait fait preuve de discrimination envers là, les joueurs de la NBA qui avaient la peau noire. Donc, c'est une recherche là, de la chercheuse Lauren Roux qui avait démontré que les joueurs de la NBA à la peau noire recevaient des scores émotionnels systématiquement plus négatifs que les joueurs à la peau blanche quand elle a passé le logiciel de reconnaissance des émotions sur ces joueurs-là. Donc, les joueurs de la NBA. Donc, on voit ici que la couleur de la peau a mené à une discrimination envers les joueurs à la peau noire, comme quoi la peau noire envoyait un signal d'émotion négative. Donc, c'est là qu'on voit que les discriminations sont sérieuses, de un, peuvent causer des torts importants, de deux, et qui restent là, basés sur des systèmes discriminatoires raciaux. Donc, c'est pas seulement le maquillage qui pourrait être finalement un maquillage que toutes les cultures utilisent, par exemple du bleu sur les yeux ou du mascara ou une couleur de cheveux, par exemple blanc quand on est plus vieux. Mais c'est vraiment une discrimination basée là, sur l'ethnie. Puis ça vient causer là, plusieurs débats et surtout là, plusieurs événements là, injustes, par exemple aux tribunaux américains, quand on avait parlé tantôt. Si l'accusé est une personne à la peau noire, est-ce qu'il va tout de suite être jugé comme quelqu'un qui fait pas preuve de culpabilité ou qui ressent pas des remords? On voit aussi là, les problèmes que ça peut mener. Non, c'est très bien. Puis, justement, l'expression des émotions est beaucoup par rapport à ce qui se passe au niveau de la bouche et au niveau des yeux. Et on sait que dans la forme générale des yeux et de la bouche peut différer d'une ethnie à l'autre, d'une race à l'autre, etc. Donc, clairement que ça peut créer des problèmes pour une intelligence artificielle qui n'est peut-être pas si intelligente que ça pour pas faire cette distinction-là. Exactement. Donc, c'est clair que les systèmes là, de
de reconnaissance des émotions au niveau de l'analyse faciale qui sont les plus utilisés utilisent justement un certain point là, spécifique au niveau du visage, donc le coin des lèvres, les yeux, les sourcils. Et quand on va exprimer une émotion, ces points-là spécifiques identifiés sur notre visage vont se déplacer. Donc, ça va être des façons là, de calculer justement par le déplacement de ces points-là l'émotion qu'on a. Donc, si nos sourcils se descendent vers le bas, que nos coins de lèvres là, se serrent parce qu'on est fâché, ben là, l'émotion, ça va être justement la colère qui va être déduit du changement là, de position de ces points faciaux-là préalablement identifiés. Parfait, mais je pense qu'on a déjà un très gros problème qui doit tenter d'être résolu avant de mettre en place ce système-là davantage dans nos sociétés. Est-ce qu'il y avait un autre problème que tu avais soulevé qui était très important? Oui, ça c'est indistinctement là, cette fois-là des cultures, mais c'est le problème là, d'avoir accès réellement au fort intérieur. Donc, ça, c'est un problème important parce qu'on parle des émotions, mais comme on a soulevé tantôt, les émotions, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facilement accessible ni quelque chose qu'on peut identifier en un seul concept. Donc, on a, comme on a parlé tantôt, les signaux de communication, par exemple, les émotions extérieures qu'on va pouvoir amplifier, diminuer ou masquer. Et on a toutes nos émotions qui sont finalement le vécu intérieur, comme tu as mentionné avec justesse tantôt. Donc ça, c'est le problème. Est-ce que les systèmes de reconnaissance des émotions sont réellement capables de reconnaître nos émotions intérieures ou est-ce qu'elles sont seulement en mesure d'identifier l'émotion extérieure que nous, on projette, donc qui serait finalement incapable de discerner un signal de communication d'une émotion masquée, d'une émotion atténuée ou d'une émotion accentuée. Donc, finalement, les systèmes de reconnaissance des émotions seraient incapables de reconnaître quoi que ce soit de notre fort intérieur et ils ne pourraient pas prétendre, finalement, avoir un accès direct à notre vie émotionnelle. Mm-hmm. Oui, effectivement, mais là, on voit que le critère d'impartialité n'est pas respecté par la discrimination raciale et culturelle. Et on voit également là, que la difficulté à faire la distinction entre le vécu de l'émotion et ce qui est représenté, ben, s'il y a quelque chose qui est inconstant à ce niveau-là, donc ton premier critère semble très bien s'appliquer ici. Mais il me semble que quand on parle de justice sociale, ben, on peut se demander, OK, peut-être que le système a ces problèmes-là qui peuvent être résolus, c'est des problèmes techniques qui peuvent peut-être être résolus, mais quand on utilise un système, ben, c'est quoi l'objectif qu'on va atteindre de ce système-là et pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans ce type de situation-là? Et j'imagine qu'il y a des problèmes un peu plus généraux ou plus politiques qui peuvent émerger de ça ou des problèmes concernant l'objectif de l'utilisation de ces systèmes-là. Exactement. On pourrait regrouper les objectifs là, de toutes les compagnies ou même les gouvernements qui utilisent les systèmes de reconnaissance des émotions en dessous là, de 3 grands objectifs, ce qui serait la sécurité. Donc, essayer là, de prévenir, si on veut, là, que ce soit des actes agressifs ou même d'un autre côté, là, des signes précurseurs d'anxiété, de dépression, voire de suicide. Donc, ça serait vraiment autour de la sécurité et de la prévention. L'autre, ça serait le marketing, donc être en mesure là, justement d'améliorer le service marketing, l'approche client. Donc, est-ce qu'on est en mesure d'identifier les besoins de nos clients, les besoins de nos citoyens, par exemple dans un parc, même on avait là, dans certaines salles de bain publiques maintenant là, des bonhommes qu'on pouvait utiliser là, pour donner notre satisfaction. Donc, il y a du service, il y a des bonhommes souriants, des bonhommes nerds, des bonhommes tristes ou en colère. Donc, tout ça, c'est des systèmes là, de reconnaissance des émotions qui sont utilisés là, pour avoir un meilleur aperçu des intentions ou des sentiments vécus par les personnes à un moment X précis, que ce soit à l'entrée d'un magasin pour acheter des choses ou que ce soit à l'aéroport, là, comme on en parlait tantôt. Et enfin, ben, il y a l'objectif de la recherche, donc pousser tout le temps les connaissances scientifiques et les technologies
plus loin. Donc, on avait un système de reconnaissance faciale, c'est bien, mais est-ce qu'on est capable d'avoir un système de reconnaissance des émotions? Est-ce qu'on est capable de passer de l'extérieur à l'intérieur de la personne? Est-ce qu'on est capable d'atteindre quelque chose qu'on avait de tous les temps toujours considéré comme privé, soit le fort intérieur? Les systèmes de reconnaissance des émotions sont très prisés à ce niveau-là, dans le sens où ça serait la première fois où on pourrait dire qu'on partage notre fort intérieur avec autrui. Parce que même si on voudrait, en fait, aujourd'hui, partager notre fort intérieur, par exemple, avec une personne près de nous, on le sait que cette personne-là va toujours juste avoir accès à une mince partie de ce qu'on ressent, même si on avait la volonté d'y partager l'entièreté de notre fort intérieur. Donc, ces systèmes-là prétendent à être capables d'avoir accès à une plus grosse partie encore de notre fort intérieur, soit une partie qu'on voudrait garder pour nous, ou une partie qu'on n'aurait même pas pensé quelqu'un qui pourrait avoir accès à cette partie-là, à savoir, par exemple, c'est quoi que j'ai envie d'acheter maintenant? Est-ce que j'ai envie d'acheter un nouveau jeu? Est-ce que j'ai envie d'acheter les nouvelles bottes pour la saison d'automne? Donc, toutes ces envies-là, ces désirs-là, c'est du côté du marketing. Et la possibilité là, de dépasser les limites, c'est du côté de la recherche. Et finalement, là, la possibilité d'augmenter la sécurité, d'améliorer la prévention, c'est le troisième objectif qui était visé dans les 3 grandes branches que moi, j'ai identifiées. Il n'y aurait pas des petits objectifs dystopiques un peu, là, quelque chose un peu plus... Ben, le marketing, c'est quand même, je trouve, assez dystopique quand on y pense, là, parce que c'est vraiment, tu sais, il y a des exemples flagrants qu'il y avait de par exemple, Target qui a été capable là, d'identifier qu'une femme était enceinte avant qu'elle-même sache qu'elle était enceinte. Juste par rapport à ses gestes, par rapport à ses recherches, par rapport à la différence dans elle-même, là, c'est justement ses recherches. Donc, si une personne là, cherche, par exemple, je sais pas, souvent, elle adore les chandelles, elle va voir des bougies, puis là, tout d'un coup, elle va changer ses habitudes, mais là, le système d'intelligence artificielle, lui, va essayer de faire des corrélations avec ces changements-là, d'expliquer la raison pour laquelle on a passé des bougies, par exemple, au napperon. Puis ça, par exemple, des fois, ça n'a aucune signification. Mais d'autres fois, comme avec cet exemple-là, ben, Target a été capable d'identifier là, que cette personne-là était enceinte avant même qu'elle-même le sache. Donc, c'est un peu dystopique, à mon avis. Et là, on parle de découvrir ce que des gens ne savent même pas à propos d'eux. Mais là, ça me semble que ça soulève la question des problèmes liés à la vie privée. Mm-hmm. Est-ce que j'imagine qu'il y a cet aspect-là qui est non négligeable dans les systèmes de reconnaissance des émotions? Oui, effectivement, là, comme on en parlait tantôt avec l'accès au fort intérieur, à savoir est-ce que j'ai vraiment raisonnablement un motif suffisant pour garder à moi-même? Donc, est-ce que je pourrais décider que moi, je voudrais pas que les systèmes de reconnaissance des émotions sachent si je suis triste ou si je suis joyeuse à tel moment, ou même qu'ils sachent là, que, par exemple, chez moi, ben, j'ai été déçue de la façon dont mon enfant a agi. Est-ce que c'est des choses qui peuvent rester privées, qui auraient le droit de rester privées? Puis si oui, comment on fait pour s'assurer que ça reste privé? Parce que les technologies sont à l'intérieur de nos maisons. Maintenant, ils sont dans notre vie quotidienne. On les trimballe avec nous au quotidien. Donc, nos cellulaires, ordinateurs, mais même quand on arrive chez nous, on a des systèmes là, comme la télévision, les commandes d'information là, automatiques. Tout est informatisé, tout est automatisé, mais toutes ces technologies-là récoltent des données, puis analysent ces données-là, puis après ça, ils peuvent vendre ces données-là à d'autres compagnies qui, eux, vont récolter donc plusieurs masses de données de différents endroits. Par exemple, la télé, les postes que tu écoutes, les émissions Netflix, par exemple, on pourrait voir, là, ils ont des systèmes là, de récolte de données. Ils peuvent te faire des prédictions sur ce que tu aimerais écouter en fonction de ce que tu as déjà écouté. Mais ça fait qu'une même compagnie est capable de récolter, en achetant les données de plusieurs compagnies, tes données à toi qui deviennent finalement ta vie au complet.
Donc, c'est ce que tu Google sur ton cellulaire toute la journée. Après ça, ce que tu as décidé là, de liker sur Facebook, ce que tu as choisi au magasin Target. Après ça, qu'est-ce que tu écoutes comme musique sur Spotify. Finalement, ça vient vite être une intrusion dans ta vie privée. Mais là, les systèmes de reconnaissance des émotions, c'est plus que ça. C'est qu'est-ce que tu ressens. Puis à quelque part, qu'est-ce que tu vas ressentir même dans la minute qui suit, dans l'heure qui suit. Est-ce que ces systèmes-là, c'est des systèmes toujours prédictifs? C'est ça le but de ce système-là. Donc, c'est pas juste d'analyser ton émotion du moment, c'est de faire des prédictions sur ton émotion du futur. Donc ça, c'est vraiment là, des problèmes liés à la vie privée que, en fait, dans mes recherches, j'ai pas eu la chance là, d'analyser là, profondément, mais que je vais faire là, dans la prochaine année. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de questions par rapport à la vie privée et à ce que ces systèmes-là ont le droit de faire, auraient finalement des motifs là, raisonnables pour le faire, puis comment on peut mettre une limite à ça, comment on peut décider là, où est la partie qui est acceptable puis la partie qui est pas acceptable. Parce qu'il y a des gens qui sont contents d'avoir, par exemple, des prédictions de Netflix sur qu'est-ce qu'ils aimeraient. Il y a des gens qui sont contents de savoir que Spotify a fait une recherche puis maintenant, elle lui annonce là, les prochains albums de son auteur ou même des chanteurs qui pourraient peut-être s'apparenter à ses goûts musicaux. Tout ça, c'est des choses que les gens aiment, mais ce qu'ils aiment moins, c'est après ça quand même assez subjectif. Et est-ce qu'on peut avoir quand même un accord commun sur qu'est-ce qui est à garder privé, finalement? Mais, par exemple, on peut aimer ça, trouver des nouveaux films à cause de Netflix, ou de nouveaux artistes à cause de Spotify, à cause de leur... Mais ensuite, qu'est-ce qu'eux font avec leurs données et qu'on ne sait pas. Mais je pense que c'est cet aspect-là aussi du consentement d'utilisation des données est probablement quelque chose qui va être extrêmement important et qui va se développer dans les prochaines années au niveau légal. Est-ce qu'on peut l'utiliser en justice? Est-ce que tous ces aspects-là, est-ce que cette information-là doit être utilisée dans certains contextes comme pour avoir un emploi, etc.? Est-ce que ça peut vraiment avoir un impact important sur la vie des gens? Exactement. Il y a déjà là, des mesures qui ont commencé par rapport avec le profil de santé. Donc, au Québec, il y a des lois qui protègent ça. Les compagnies n'ont pas le droit d'avoir accès à justement toutes nos informations personnelles, si j'ai le diabète, si j'ai, par exemple, un souffle au cœur. Tout ça, c'est des informations qui sont confidentielles, qui n'ont pas le droit d'être vendues ni partagées ouvertement. Donc, on peut déduire là, que, par exemple, 50% de la population est diabétique, mais on ne pourrait pas être en mesure de relier le diabète à toi, Kevin, par exemple. Donc, c'est des lois qui protègent là, au niveau de la santé. Est-ce que ça protège efficacement? Je pense pas, mais je pense que c'est un bon début. C'est une bonne marche à suivre dans le niveau de la protection. Mais est-ce qu'on peut protéger justement d'autres sphères de la vie privée autres que seulement la santé? Par exemple, le fort intérieur, les émotions, est-ce que c'est des choses qui peuvent être légalisées puis protégées? Justement, concernant ça, il y a 1 an ou 2 maximum, là, je me souviens pas, c'est pas clair mon esprit, mais il y avait le ministre de la Santé qui voulait vendre les informations aux grandes pharmaceutiques. C'était quelques milliers de dollars là, par individu, et il y a des gens qui se sont surtout des gens de Québec solidaire, si je me souviens, qui s'étaient soulevés contre ça, et le ministre ne comprenait pas pourquoi on ne voulait pas vendre les données. Il ne voyait pas de contre-argument à ça, alors qu'il y avait quelque chose de très critique par rapport à... Oui, il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de ça, évidemment, parce que là, on prévoit quel genre de médicaments les gens ont le plus besoin, etc. Mais il y a d'autres utilisations qu'on aimerait peut-être moins, et ça, on peut être très créatif de la façon d'utiliser à mauvais escient ou dans un objectif qui n'aiderait pas la population. Et donc, il faut toujours être prudent là-dessus parce qu'il y a toujours des nouvelles façons de pouvoir utiliser ces données-là qui iraient pas dans notre propre intérêt. Exactement. Tout dépend là, du traitement des données là, et de la façon de vendre les données d'un individu. C'est
c'est abstrait, c'est relatif au sens où, justement, comme je disais tantôt, les données médicales, c'est des données, c'est pas vrai que personne les a en ce moment. Le gouvernement, il y a des statistiques sur le pourcentage de personnes diabétiques, sur le pourcentage de personnes avec des problèmes cardiaques. Tout ça, c'est des données dont les gouvernements ont vraisemblablement besoin, dont même les compagnies pharmaceutiques pourraient profiter là, d'avoir un avantage à savoir, par exemple, c'est les prochaines demandes pour le futur, préparer les médicaments, comme tu dis. La vente des données individuelles, la vente des données personnelles, dépendamment du traitement de ces données-là, va être justement personnalisée. On ne veut pas que ces données-là, le problème, c'est que ces données-là, on est capable de les relier à l'individu. Donc, donner des données en général, c'est pas ça le problème, c'est même nécessaire. Mais après ça, la façon dont on les traite, la façon dont on les vend, ça, c'est vraiment le noyau là, du problème. C'est où il y a matière à améliorer et où, là, justement, je suis pas particulièrement au courant de l'exemple que tu mentionnais là, dans les détails, mais justement, la révolte est au niveau de on veut pas que les gens, ou que les assurances, par exemple, les employeurs, soient capables d'identifier une personne et son problème de santé, justement. On veut que ça soit quelque chose qui soit distinct, qui soit non retraçable. Effectivement, la retraçabilité, c'est un élément qui serait extrêmement important parce que quand on peut avoir 5-6 données de 5-6 sources différentes, on peut les cross-reference et arriver à pointer un individu. Et là, ben, on peut... Ce qui semblait être très général, quand on les cross-reference, ben, finalement, on réussit à avoir un profil individuel. Ça fait des profils psychodémographiques qui permettent là, justement d'avoir accès à d'autres données. Donc, c'est ça, il y a des paliers de données. Il y a les données, par exemple, primaires, qui sont des données là, de base, donc qui devraient vraisemblablement être données en masse. Donc, justement, le nombre de personnes diabétiques. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis cette personne-là, oui, non, oui, non, oui, non. Donc, c'est des données primaires qui ne feraient pas, théoriquement, pas de tort à personne, mais il y a les données émergentes qui sont les données qui viennent, justement, causer là, des torts, à savoir que les intelligences artificielles, les systèmes là, de traitement de données réussissent à prédire les traits de personnalité, les tendances d'addiction d'une personne, dire ah ben cette personne-là, étant donné qu'elle a ça, mais elle doit justement être diabétique, ben elle doit aimer le sucre, tu sais, on va y vendre des gâteaux, quelque chose comme ça qui vont finalement là, avoir un effet qui est négatif parce que la personne, elle voudrait peut-être pas nécessairement qu'on sache que est diabétique puis que c'est pour ça qu'elle aime les gâteaux. Oui. Et en plus, lui vendre des gâteaux, ça rend le problème encore bien pire. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des effets néfastes de ce qui pourrait arriver. Mais est-ce qu'il y a des effets positifs ou parce que j'imagine si on développe ces systèmes-là, c'est au final parce qu'on a des effets positifs du moins qu'on suppose qu'ils vont venir en bout de ligne. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler des effets que tu jugeais comme étant positifs? Bien, c'est clair qu'il y a une mince ligne entre les effets positifs et négatifs, par exemple, dans l'objectif de la sécurité. Donc, c'est sûr que être en mesure de prévenir, par exemple, les gestes violents ou agressifs, ça serait quelque chose de vraiment bien. Savoir par contre que si on a la peau noire ou si on correspond au profil d'une certaine culture, nos chances d'être identifié comme quelqu'un avec des gestes agressifs est décuplé. Ça, c'est vraiment, c'est moins bien. C'est même... c'est même pas acceptable, en fait. Donc, ça, c'est vraiment là où la ligne est mince, là où, justement, on réussit tout le temps à avoir l'accord des gouvernements, peut-être, pour partir des projets comme ça, parce que je pense pas que le fond, je pense pas que les personnes qui partent ces projets-là ont nécessairement des intentions malhonnêtes. Je pense qu'ils ont des bonnes intentions au niveau, par exemple, de la sécurité. C'est vraiment améliorer le système, améliorer justement l'efficacité là, des actions, et même passer de la réaction à la prévention, ce qui est toujours quelque chose qu'on voit comme positif, mais la prévention, dans sa marge d'erreur, fait aussi beaucoup de tort. Donc, à ce niveau-là, je pense que
la sécurité, tous ces systèmes-là de prévention là, de gestes violents, c'est des choses que je vois toujours plus négatifs en raison de leurs résultats décevants. Mais il y a aussi là, des systèmes, par exemple, de prévention là, de l'anxiété, de la dépression, du suicide, qui pourraient être vraiment des systèmes là, qui pourraient sauver la vie, qui pourraient arriver peut-être à aider là, certaines personnes, certaines familles, certains groupes, une compagnie qui voit que ses employés sont dépressifs, sont pas heureux, ben peut-être que ça peut l'aider à améliorer l'environnement au travail. Tout ça, c'est des objectifs, c'est des buts, je pense, honorables, qui pourraient avoir des effets vraiment positifs sur la société, sur le quotidien. Mais je pense qu'en ce moment, les effets les plus positifs se trouvent dans les objectifs de recherche. Donc, on a là, plusieurs exemples, par exemple, auprès des personnes âgées, donc des systèmes de reconnaissance des émotions qui se situeraient là, sous la forme de robots humanoïdes, si on veut. Robots humanoïdes ou robots sous la forme d'animaux, qui aurait là, pour objectif d'accompagner là, des personnes âgées, par exemple souffrant là, d'Alzheimer, de démence, pour leur apporter un certain réconfort que le personnel hospitalier, souvent en manque d'effectifs, n'a pas le temps de faire. Ou aussi parce que, peut-être dans certains cas, les personnes Alzheimer ou avec la démence auraient là, des gestes agressifs, mettons, pour avoir un animal de compagnie, ils ne pourraient pas parce qu'il y aurait des dangers pour le chien ou le chien pourrait être un danger pour la personne âgée qui est fragile. Tout ça, ça vient avec un animal, un robot qui est la forme d'un animal, par exemple, d'un petit animal qu'on peut caresser. Bien ça a là, dans les dernières recherches des effets vraiment positifs sur ces personnes-là, au niveau là, de la solitude, mais aussi au niveau de leur bien-être là, physique et psychologique. Donc, il y a des belles recherches là-dessus qui prouvent là, que ça vaut la peine de passer là, plus de temps en recherche, de développer ces robots animaux-là. Il y a aussi des robots sous la forme là, humanoïde qui ont été là, enregistrés et qui démontrent là, avoir des effets vraiment positifs sur l'éducation des enfants sur le spectre de l'autisme. Justement, dans l'éducation, le robot humanoïde permet là, la répétition dans une forme là, que l'humain n'est pas capable d'atteindre. Donc, une répétition identique des mêmes mots, des mêmes consignes, des attentes de l'enfant qui sont toujours respectées. Donc, le robot, ça perd pas patience, même si l'enfant répète la même question, répète la même phrase plusieurs fois dans la même journée. Le robot va toujours lui répondre de la même façon. Ça a pour effet d'être vraiment rassurant pour plusieurs enfants qui se situent sur le spectre de l'autisme. Évidemment, le spectre de l'autisme, c'est vraiment large et c'est pas tous les enfants là, sur le spectre de l'autisme qui voient là, des bénéfices par rapport à ces robots-là. Mais ces robots-là, quand même, ont des bons résultats en général avec les enfants TSA. Et ça leur permet là, justement souvent d'améliorer là, grandement leur capacité à l'écriture, à la lecture, à l'écoute des autres. Donc, ils vont des robots qui travaillent aussi là, sur leur la sociabilisation, la compréhension de ses émotions, des émotions des autres. Pourquoi tu es en colère? Explique-moi. Tout le temps avec un ton de voix neutre, ce que les enfants TSA souvent aiment, là, favorisent dans les tons de voix. Le robot a peu de gestes, peu d'expressions faciales, donc beaucoup moins de signaux à interpréter pour l'enfant TSA, ce qui est c'est vraiment un avantage là, de leur côté. Et justement, là, dans les recherches en cours, on voit là, des améliorations des enfants TSA par rapport à leur relation humain-humain. Donc, la relation robot-humain favorise à long terme la relation humain-humain, ce qui est vraiment bien parce qu'on pourrait s'attendre à ce que l'enfant soit finalement juste, se sente vraiment juste à l'aise avec le robot puis délaisse par exemple ses parents, ses amis, ses frères et sœurs. Mais non, c'est vraiment un autre effet qu'on voit qui est un effet d'amélioration là, des relations sociales humaines. Et de l'autre côté, pour les enfants TSA, on a aussi là, une autre technologie qui est, je pense, importante à mentionner, qui est des lunettes
de lecture d'émotions. Donc, c'est des lunettes que l'enfant met. Et dans ces lunettes-là, il va être en mesure de voir une émotion qui va s'afficher donc par soit des mots ou un émoticône, par exemple un bonhomme sourire, qui va lui permettre de voir et d'identifier à l'aide du système d'intelligence artificielle les émotions véhiculées par la personne en face de lui. Donc, si un père parle à son enfant TSA et qu'il est très heureux, ben, il va voir, par exemple, soit le mot joie écrit ou soit un bonhomme avec un bonhomme sourire. À l'inverse, si son père est fâché parce que l'enfant avait pas son attention à la bonne place, il va voir un émoticône fâché ou le mot, par exemple, en colère. Donc, on peut voir là, que ça va aider ou faciliter l'enfant à repérer les émotions des autres. Et ces lunettes-là sont, pour le moment, en mesure de s'adapter spécifiquement aux émotions de certains proches, donc d'un certain nombre de proches. Ça peut être les parents, les frères et sœurs, peut-être même s'étendre jusqu'aux grands-parents, pour être en mesure d'avoir un traitement plus efficace. Donc ça vient justement contrer certains problèmes qu'on avait amenés par rapport à la discrimination de certaines cultures. Donc les lunettes vont s'adapter aux expressions faciales des proches après une séance, après plusieurs, en fait, séances d'entraînement. Donc, le problème au niveau des proches par rapport à la culture est du moins atténué, peut-être pas complètement réglé. Mais ça peut, par la suite, je pense, avoir des promesses d'effets positifs très encourageants. Ça peut aider les personnes sur le spectre de l'autisme à évoluer dans la société avec une assurance de comprendre autrui et peut-être même d'améliorer les relations sociales qu'il va avoir. Donc, c'est ce que les recherches espèrent produire. Puis je pense qu'ils sont dans bonne voie en ce moment de produire ça tout en réussissant à contrôler ou gérer dans une certaine mesure les problèmes de la technologie. Donc, c'est pour ça que je le mentionne. Je trouve que ça fait partie des quelques exemples qui sont prometteurs. Ils ont l'air cool, ces lunettes. Ces lunettes-là, j'aimerais ça les essayer. Donc, c'est ça, on avait vu les personnes âgées, les personnes sur le spectre de l'autisme. Est-ce que dans les soins hospitaliers, il pourrait y avoir quelque chose ou qu'il n'y a rien qui s'en vient? Mais je pense que dans les soins hospitaliers, on pourrait inclure vraiment les personnes âgées qui sont souvent dans ces systèmes-là, le CLSC, même résidence pour personnes âgées non autonomes. Donc, c'est là-dedans, je pense que c'est dans ces sphères-là qui vont évoluer et que ces technologies-là vont être présentes plutôt qu'à la maison. Par exemple, je pense que c'est plus rare qu'un individu va lui-même acheter ce genre de technologie-là. C'est des technologies qui sont achetées par les gouvernements dans des périodes de tests, justement, à savoir est-ce que ça va aider, est-ce qu'on en rachète d'autres, etc. Mm-hmm. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que tu avais à nous indiquer en fait sur ce qui se passe avec les systèmes de reconnaissance qui sont déjà présents à certains endroits. Bon, au Canada, c'est peut-être pas encore si présent, mais on sait que si c'est présent aux États-Unis, ça s'en vient ici par la suite. Oui. On a vu que les émotions, c'est plus complexe que ce qu'on peut s'imaginer. L'émotion qui est divulguée, l'émotion qui peut être cachée, il y a ce qui se passe dans notre fort intérieur qui est difficile d'accès. Mais on souhaite également éviter en fait que des gens aient accès à notre fort intérieur sur certains aspects. Donc ça soulève différentes questions de justice sociale et qu'il y a beaucoup de types de discrimination qui peuvent être faits. Donc de garder l'œil ouvert pour les utilisations qu'il va y avoir de ces systèmes de reconnaissance des émotions. Exactement. Ben, merci beaucoup pour ce beau tour d'horizon et j'imagine qu'on va peut-être se reparler lorsque tu vas avoir développé un peu davantage de ce qui se passe au niveau de le droit à l'intériorité. Je pense que ça serait quelque chose de vraiment intéressant. À une prochaine. Oui, bye bye.